Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu, on a un petit peu d'infos du côté des cartes mères un petit peu moins chères, les RTX 4070 qui arrivent très bientôt, et donc il y a un petit peu plus de fuites de ce côté-là, et puis quelques fuites aussi, ou rumeurs sur différents trucs. Bon bref, après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Microsoft a peut-être arrêté de vendre des clés Windows 10 Home et Pro sur son store le 31 janvier pour tenter de faire passer le plus de monde possible vers Windows 11, mais vous pouvez toujours trouver et acheter des clés Windows 10 sur le site du sponsor de la chaîne, Godil24, qui passe maintenant sur ses promotions de printemps, où vous trouverez des clés légales et abordables pour Windows 10 Home et Pro, ainsi qu'Office 2021. Et si vous passez par les liens fournis dans la description de la vidéo, n'oubliez pas d'utiliser le code de la chaîne VCG50 pour 50% de réduction sur les clés Windows, ou le code VCG62 pour les clés Office ou les packs Office plus Windows. Et en bas de la page sur le site, vous trouverez également les différentes indications pour procéder au paiement par PayPal. Et chaque licence activée et achetée est permanente et le site garantit la validité de ces clés et vous rembourse en cas de problème en contactant l'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ils vous accompagneront en cas de problème. Et comme d'habitude, merci à ceux qui passent par Godil24 pour acheter leur clé Windows, puisque ça aide la chaîne à rester en vie tout en ayant pour vous une clé Windows au bout. Donc merci à Godil24 et merci à vous. Bon alors déjà, avant d'aller plus loin, excusez-moi si la voix part un peu en cacahuète à certains moments, il y a eu un karaoké extrême qui s'est un petit peu mal passé, du coup, je fais comme je peux. Et donc on commence avec le lancement du Ryzen 7800 X3D chez nous, puisque c'est sorti la semaine dernière, et c'est un lancement un petit peu spécial, puisque c'était un lancement en deux temps de la part d'AMD, avec le 7950 X3D et le 7900 X3D en premier. J'avais testé celui-ci il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, et dans les grandes lignes, ce qui était relativement décevant, c'était un petit peu la gestion des corps avec le cache et ceux sans le cache. Le processeur lui-même m'avait pas fait forte impression, surtout vu le tarif qui est demandé pour celui-ci, pour moi c'était pas une bonne affaire. Donc on a eu les tests du 7800 X3D et sans grande surprise, c'est effectivement plus ou moins les mêmes performances que le 7950 X3D dans les grandes lignes, pour moins cher, en gaming bien évidemment, puisqu'en applicatif, oui, le 7950 X3D et le 7900 X3D sont plus performants sans surprise également. Mais le gros avantage du 7800 X3D par rapport aux deux autres, c'est déjà qu'il coûte moins cher, donc si on fait que du gaming, c'est plutôt logique de partir sur celui-ci, et on n'a pas tous ces soucis de gestion des différents corps sous Windows avec le 7800 X3D. Et le deuxième gros point fort de ce processeur, c'est l'efficacité énergétique de celui-ci, puisqu'il consomme quand même beaucoup moins que les processeurs à performance équivalente chez Intel par exemple, ou même sur les Ryzen 7000 classiques chez AMD. Donc bref, dans l'ensemble, pour ceux qui veulent vraiment les meilleures performances possibles sur la plateforme AM5 à l'heure actuelle, au niveau du gaming, c'est la gamme X3D, sans surprise. Après, je dirais que le problème, c'est plutôt le tarif, puisque c'est quand même relativement élevé, et c'est vrai qu'on a des processeurs qui sont à peine derrière, ou pas très très loin derrière, et qui coûtent beaucoup moins cher dans l'ensemble. Mais bon, au niveau des performances elles-mêmes, on aura l'occasion de le voir, puisque j'en ai commandé un pour pouvoir le tester moi-même et voir un petit peu ce que ça donne par rapport au 7900 X3D, puisque la plupart des comparaisons ont été faites avec le 7950 X3D. Et donc au niveau du lancement, au niveau des tarifs en Europe, alors c'était quand même un petit peu spécial, puisque déjà le processeur n'est pas apparu du tout sur le shop d'AMD, puisqu'on le sait d'habitude au niveau des différents lancements, pour avoir les processeurs ou les GPU les moins chers chez AMD, pour avoir le tarif officiel à chaque fois, ça se passe sur le shop AMD. On a toujours une petite chance de pouvoir acheter le produit. Sauf qu'ici, au niveau du lancement, il était totalement absent, ce qui fait que il a fallu aller à la pêche ailleurs. Donc par exemple, en Allemagne, on pouvait trouver chez Case King, dans d'autres boutiques également, en Espagne, au Portugal et tout machin, il y avait aussi moyen de trouver le 7800 X3D pour 500 €, ce qui est le tarif officiel, puisque le tarif américain c'est 450 $, si on fait la conversion et qu'on rajoute la TVA, on arrive à 500 €, c'est censé être le prix qu'on devrait retrouver en boutique. Sauf que comme bien souvent chez nous, si on prend l'exemple du groupe LDLC et de LDLC lui-même, c'est 600 €, ce qui est quand même un tarif complètement abusé je trouve, c'est 100 balles de plus que le tarif officiel, ça n'a absolument aucun sens. Je veux bien qu'en France ça doit coûter un petit peu plus cher puisqu'on a une TVA légèrement plus élevée qu'en Allemagne par exemple, mais là c'est quand même abusé. Et c'est vrai que dans les boutiques du groupe LDLC, si on prend matériel.net c'était le même tarif, par contre on pouvait trouver le 7800 X3D moins cher chez Top Achat, qui fait partie du même groupe, et là il était le jour de la sortie à 540 €, donc ça a déjà pris 10 € depuis, c'est en rupture de stock, ok, mais le jour de la sortie, une heure après le lancement, il y a eu un code
qui a été mis en route également, qui baissait le tarif du 7800 X3D à 507 € environ. Et c'est une façon de procéder qui est un petit peu bizarre quand même, je trouve. Enfin, je comprends pas trop la logique, puisque bon, on l'a déjà vu au niveau des derniers lancements. Dans le groupe LDLC, souvent, on peut trouver les produits plus ou moins au tarif officiel, avec un code, mais le code, je dirais, ça change à chaque lancement, et ça peut être chez Top Achat, soit sur le shop Hardware FR, Matériel.net ou LDLC, c'est jamais le même, et il faut obligatoirement passer par ce code pour avoir un tarif un petit peu plus correct. Donc bon, dans l'absolu, qu'on ait le tarif de 507 € chez nous, le jour du lancement, c'était plutôt pas mal. Par contre, c'était 1 heure après le lancement officiel, ce qui fait qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui avait déjà commandé. Probablement chez Top Achat, il y a sûrement beaucoup de monde qui a annulé la première commande pour en repasser une moins chère après, dont moi d'ailleurs. Mais c'est vrai que la logique, je la comprends pas trop. Si vous faites un code pour réduire le tarif, ben faites-le au moment où le produit arrive en vente, puisque la plupart du temps, on sait aussi que le jour du lancement, il n'y a pas énormément de stock. On essaye de commander le plus vite possible. Surtout qu'au niveau des autres boutiques en France, ben par exemple chez Rue du Commerce, c'est toujours en stock par contre, mais c'est 560 €. Chez Grosbill, Cybertech, c'était 550 €. Alors eux, ils ont jamais eu de stock le jour de la sortie, il me semble, hein. C'était tout de suite dans 4 à 6 jours. Donc c'est pas encore vraiment dispo, mais là aussi c'était quand même un bon cran plus cher que ce que le produit est censé coûter. Enfin bref, que l'on ait pu trouver le processeur plus ou moins à son tarif normal le jour de la sortie en France, c'est très bien, mais faites ça de façon plus simple, s'il vous plaît, Top Achat, ou le groupe LDLC en général, hein, puisque là je trouve que c'est quand même un petit peu chiant à chaque fois de devoir trifouiller, de devoir essayer de chercher vraiment quelle boutique du groupe LDLC aura le tarif normal le jour de la sortie. En dehors de ça, par contre, il semblait quand même y avoir pas mal de stock, puisque chez Top Achat, ça a mis beaucoup de temps avant d'arriver en rupture de stock. Il me semble qu'hier, il y en avait encore. Et on voit que chez Rue du Commerce et chez Grosbill, hein, c'est toujours plus ou moins commandable en stock. Donc, tout du moins, en France, ça a pas l'air d'avoir été la ruée vers le 7800 X3D. Et c'est plutôt logique également, hein, puisque on l'a vu au niveau du placement tarifaire, au niveau du performance prix brut, hein, c'est pas spécialement plus intéressant. En parallèle de ça, c'était plutôt rigolo parce qu'aux États-Unis, on a vu aussi qu'apparemment, pendant quelques heures, il y avait une erreur de prix sur le shop AMD où il y avait le 7950 X3D et le 7900 X3D qui avaient baissé de prix d'environ 100 $. Bon, c'était apparemment une erreur de tarif, puisque là, encore une fois, ce serait totalement abusé. Hein. Ces processeurs-là viennent de sortir il y a même pas un mois. Une réduction de 100 balles en même pas un mois, ce serait plus ou moins du jamais vu. Mais c'est pas totalement impossible non plus, vu comment AMD procède dernièrement. On sait que souvent, hein, ça sort à des tarifs assez élevés pour baisser assez rapidement derrière. C'était pas impossible, mais là ça me paraissait quand même très rapide. Généralement, il se passe quand même 2-3 mois avant que les tarifs baissent un petit peu plus. 7800 X3D toujours, mais qui a été testé ce coup-ci sur une carte mère en A620. Alors l'A620, hein, ce sont les cartes mères les moins chères sur la M5 à l'heure actuelle. Elles sont encore très discrètes dans le commerce pour le moment. Je n'ai même pas encore regardé s'il y en avait en Europe, hein, mais ça va probablement arriver assez vite, puisque c'est sorti officiellement la semaine dernière aussi. Et ça devrait normalement permettre de pouvoir faire des configs A620 7800 X3D pour un tarif le moins cher possible, ce qui, selon les usages, peut être intéressant. Puisque bon, même si l'A620, ce sera très probablement des cartes mères très entrée de gamme, un 7800 X3D, normalement, ça passe dessus sans trop de problèmes, hein, puisque comme on l'a vu également, c'est un processeur niveau efficacité énergétique qui est vraiment très bon. Ce qui ressort de ce premier test, eh bien c'est qu'apparemment, avec l'A620, on serait légèrement moins performant que sur du X670, d'environ 5%, puisqu'apparemment sur la carte mère qui a été utilisée ici, les fréquences du 7800 X3D n'allaient pas aussi haut que sur du X670 par exemple. Alors, est-ce que c'est une histoire de BIOS encore un petit peu jeune sur ces nouvelles cartes mères? C'est pas totalement impossible. Est-ce que c'est un blocage au niveau des VRM et tout ça? Je sais pas trop, puisque c'est vrai que dans la communication officielle, AMD met quand même fortement l'accent sur les processeurs à 65 watts pour ces cartes mères en A620. Donc est-ce qu'il y a un blocage, je dirais, artificiel quelque part? C'est pas totalement impossible, puisque bon, normalement, les VRM, hein, même sur l'A620, si les cartes mères sont pas vraiment hyper cheap, le 7800 X3D, ça devrait normalement passer sans trop de problèmes. Carte mère toujours, mais du côté de chez Intel maintenant, et bien apparemment, au niveau des fabricants de cartes mères, il y aurait de plus en plus de fabricants qui feraient du H610, mais avec DDR5, ce qui n'était pas un combo très courant jusqu'ici, puisque l'H610, c'était les chipsets 600, alors il n'y a pas de H710, hein, on s'est arrêté au H610, fort logiquement, de toute façon ça change pas grand chose entre les deux, mais du coup,
comme la plupart des cartes mères en H610 sont en DDR4, que la DDR5 baisse de plus en plus de tarifs, ça paraît plus logique d'en mettre de plus en plus sur le marché bien évidemment, et aussi à mettre en face de la 620 d'AMD très probablement aussi. Donc bon, on risque d'en voir beaucoup plus arriver sur le marché qu'auparavant. Par contre, un des problèmes du H610, c'est qu'il n'y a pas d'overclocking de la RAM, contrairement à la 620 d'AMD par exemple, qui permet quand même d'utiliser le Expo ou le XMP sur les différents kits de RAM. Le H610, c'est pas le cas, donc ça veut dire qu'au niveau de la DDR5, on est bloqué selon que l'on achète du génération 12 ou 13 à la fréquence officielle du processeur. Donc comme bien souvent, selon les tarifs qui sont proposés, c'est pas forcément totalement inintéressant, faut encore que ce soit cohérent avec le reste de la config aussi, puisque bon, le H610, on sait aussi que les générations 12 et 13 chez Intel, selon ce que vous allez prendre en processeur, ça peut consommer énormément, on mettra pas n'importe quoi sur des cartes mères H610, bref, à voir ce que ça donne en pratique au niveau des perfs. Et on enchaîne avec les rumeurs côté GPU avec la 4070 qui doit normalement arriver la semaine prochaine. La 4070, bon, de ce que l'on voit ici, ce seraient les premières images du modèle Founders Edition, puisque oui, à la différence de la 4070 Ti, ici on devrait bien avoir un modèle Founders Edition. Et c'est vrai qu'avoir un modèle Founders Edition, c'est généralement une bonne chose, puisque ça force un petit peu les différents partenaires à proposer également des cartes au tarif plancher de lancement. Donc à mon avis ici, on devrait très probablement en avoir un petit peu plus que sur la 4070 Ti, et c'est plutôt une bonne chose. Et au niveau du design et du look, comme on peut le voir, c'est très clairement quasiment exactement la même chose que la 4090 et la 4080, mais plus petite. Comme on peut le voir ici, ça reprend exactement le même design, c'est juste que c'est la taille en dessous. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, comme on a déjà pu le voir avec les Founders Edition des RTX 4000 supérieurs. Le design fonctionne plutôt pas mal au niveau des performances, on espère que ce sera la même chose pour la 4070. Il est précisé dans l'article qu'au niveau de la taille, on se rapproche énormément, quasiment identique que la taille de la 3070 et donc 3060 Ti au niveau Founders Edition. Donc ce serait vraiment une carte très très compacte. Et en parallèle de ça, on voit aussi de plus en plus apparaître de fuites des différents modèles des partenaires d'NVIDIA, comme par exemple ici, on a vu apparaître quelques modèles de chez Gigabyte, bon c'est les classiques, On voit qu'il y a quand même une majorité de 3 ventilateurs chez eux, même la Eagle. Par contre, c'est intéressant de noter que le modèle Eagle, lui, aura une fois 8 pins et non pas le nouveau 12 pins, ce qui peut être une bonne chose pour certains qui n'ont pas envie de passer par des adaptateurs et tout ça. Sur la 4070, on devrait avoir les deux qui seront disponibles. On a aussi vu passer la petite Ventus modèle 2 ventilateurs, ce qui veut très probablement dire qu'il y en aura aussi un avec 3, sinon ça se serait juste appelé la Ventus, je pense. Et on a également vu passer un modèle de chez Palit, et il me semble que ça c'est du Zotac, en double ventilateur également, avec un design qui ressemble un petit peu plus avec celle des 3000, même si un petit peu l'arrondi des RTX 4000 également, enfin bref, comme souvent, les différents fabricants seront au taquet également pour le jour de la sortie, je pense. Et en ce qui concerne le 12 et le 8 pins, alors comme on peut le voir ici, ce sera peut-être un petit peu petit pour vous, c'est déjà un petit peu petit pour moi. Ce que l'on peut observer, c'est qu'on voit que les deux modèles ici, c'est du 8 pins, et là, il me semble que les deux en dessous, c'est du 12. Donc à mon avis, ce qui risque de se passer, c'est que les modèles les moins chers, ce sera des 1 x 8 pins, et les modèles un petit peu plus coûteux, ce sera très probablement du 12 pins, qui seront alimentés soit en direct, soit avec un adaptateur. Alors après, il y a aussi une petite interrogation et une rumeur qui traîne en ce moment, comme quoi il y aurait deux versions de la 4070, une qui serait limitée à 200 watts de conso, qui serait similaire au modèle Founders Edition le jour du lancement, donc ce seraient les modèles les moins chers, et les modèles au-dessus, iraient jusqu'à 225 watts. Est-ce que ça a une incidence énorme sur les performances de la carte? Je sais pas trop. Est-ce qu'il y aura vraiment deux types de cartes bien différents? Pour le moment, on n'en sait rien, donc on va attendre d'en savoir un petit peu plus le jour de la sortie des différents benchmarks. La semaine dernière, on a aussi vu passer sur la chaîne d'NVIDIA une petite démo du futur mode Ray Tracing Overdrive pour Cyberpunk 2077. Et ce qu'on a pu observer, c'est que c'est effectivement très très lourd, particulièrement quand on n'a pas de DLSS d'activer, puisque là, même la 4090 apparemment tourne à 16 fps. Alors, comme on pouvait s'en douter, c'est une démo technologique dans les grandes lignes, qui permet surtout de mettre en avant tout ce qui est DLSS et DLSS 3, sans qui ce nouveau mode d'affichage, de rendu sur le jeu est totalement inexploitable. Puisque comme on le voit juste après, une fois qu'on active le DLSS 3, le ray tracing machin, on arrive à 128 fps, reste encore à voir quel rendu a été utilisé de base pour le DLSS 2 qui l'accompagne bien évidemment,
puisqu'à mon avis, pour arriver à 128 fps, ce sera pas le DLSS 2 de meilleure qualité. C'est très probablement le mode performance, voire ultra performance, mais bon, on verra bien. L'autre interrogation qu'on a également, c'est de voir aussi comment ça se comporte avec les cartes d'ancienne génération chez Nvidia, mais aussi chez les concurrents. Mais en parlant de DLSS, eh bien la semaine dernière, il y a eu une vidéo très intéressante chez Hardware Unboxed où il compare un petit peu le DLSS 2 et le FSR 2 dans 26 jeux différents. Bon, ce qui semble ressortir de tout ça, c'est qu'au niveau de la qualité d'affichage, la plupart du temps, le DLSS est un cran au-dessus du FSR 2, sans grande surprise, c'est un petit peu ce qu'on a pu observer depuis la sortie de celui-ci. Et il y a différents artefacts, enfin je dirais de petits trucs qui gênent quand on utilise de l'upscaling. Et selon les forces et faiblesses des différentes méthodes de rendu, le DLSS semble quand même un petit peu plus performant du côté de la qualité d'image. Mais bon, je dirais que la grande force du FSR 2, c'est que ça fonctionne sur tout type de GPU, que ce soit des GPU AMD, Nvidia ou même Intel. Ça a l'avantage d'être universel, ça fonctionne même sur les consoles, et de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose. Après, moi, ce que je retiens surtout tout ça, c'est que, bon, que ce soit le FSR ou le DLSS, ça marche surtout vraiment plutôt pas mal quand on est en 4K, et quand on utilise l'upscaling en mode quality, voire balanced, tout ce qui se passe en dessous, c'est quand même beaucoup moins bien au niveau du rendu final, et en 1440p, je dirais c'est encore pire, c'est plutôt le mode quality ou rien du tout, puisqu'en dessous, ça devient un petit peu cracra. Pour moi, ça a toujours été comme ça que je les utilise. Bon, ça semble être ce qui ressort ici. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans les modes où c'est le moins beau, le DLSS fait mieux que le FSR. Donc bref, rien de vraiment nouveau en réalité, mais la vidéo est intéressante quand même, puisque ça revient un petit peu plus en détail dans certains titres où on voit la différence entre les deux. Si ça vous intéresse, allez la voir, c'est plutôt intéressant. Et on va sortir les méga grosses pincettes, puisqu'on arrive sur la partie, je dirais, rumeur, et on commence déjà à parler des RTX 5000 et même de Zen 5. Alors c'est pas pour tout de suite du tout, à mon avis ça risque d'énormément changer jusqu'à ce que ça sorte, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Bon, au niveau des rumeurs, Blackwell, c'est le nom du successeur d'Ada Lovelace, les RTX 4000, serait sur le 3nm chez TSMC, ça resterait une puce monolithique, et on s'attend à ce que ce soit jusqu'à 2 fois plus rapide que les RTX 4000. Bon, c'est un petit peu un copier-coller des rumeurs qu'on avait eu dans un premier temps. Entre les RTX 3000 et les RTX 4000, c'est plus ou moins ce à quoi on s'attend, même si le x2 reste à voir dans quelles conditions. Donc on verra bien. Il est important de garder à l'esprit, c'est qu'encore une fois, au niveau du coût de fabrication, ça risque de coûter encore plus cher que la génération actuelle, puisque bon, le 5 nanomètres, comme on a déjà eu l'occasion de le voir, il coûte très très cher, même par rapport au 7, puisqu'on est apparemment autour des 16 000 $ par wafer, et bien sûr le 3nm ce serait 20 000 $ à l'heure actuelle, donc les coûts de production devraient encore augmenter au niveau des GPU si on passe bien sur ce nouveau process de fabrication. Après, on verra bien comment ça se passe. L'autre grosse rumeur autour de Blackwell apparemment, c'est que ce serait pas impossible qu'il y ait un bus 512 bits sur la plus grosse carte, ce qui en ferait très probablement un monstre au niveau de la bande passante. Et on devrait aussi peut-être avoir l'arrivée de la GDDR7 sur le marché. Après, reste encore à voir ce qui se passe aussi sur le reste de la gamme, puisque bon, le très haut de gamme, je dirais, ça peut être à peu près n'importe quoi. Ça reste inatteignable pour la plupart des utilisateurs. Ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est un petit peu les modèles en dessous. Donc bref, on aura très probablement l'occasion d'en reparler plus tard, là c'est vraiment un petit peu nébuleux. Le plus intéressant c'est d'imaginer un petit peu les grandes lignes sur lesquelles les différentes marques peuvent s'orienter, mais en ce qui concerne les détails, c'est vraiment trop tôt pour déduire grand chose. Et au sujet des rumeurs sur Zen 5, c'est un petit peu la même chose. On aurait Jim Keller, bon Jim Keller c'est quelqu'un qui a travaillé chez AMD et chez Intel, il a eu une main assez importante dans l'architecture de certains processeurs, chez les deux marques. Et apparemment, selon leur nouvelle boîte, qui s'appelle Tenstorrent, et d'ailleurs Raja Koduri qui a quitté Intel dernièrement, travaille maintenant chez eux également, et bien apparemment Zen 5, au niveau des prédictions ici, serait 30% plus performant que Zen 4, ce qui est relativement intéressant. Et c'est vrai que de toutes les rumeurs qu'on a déjà eues sur Zen 5, c'est une évolution beaucoup plus profonde que ne l'a été Zen 4 par rapport à Zen 3. Donc bref, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, et puis encore une fois, Zen 5, c'est pas pour tout de suite, ce serait pas avant 2024, donc on a encore le temps de voir venir également, puisqu'il reste encore plein d'autres questions autour de Zen 5. Est-ce qu'on sera toujours sur du 16 core 32 threads au niveau des puces grand public ou pas? Les différentes versions, est-ce qu'il y aura du X3D direct ou pas? Enfin bref, tout ce genre de trucs.
on en saura un petit peu plus tard. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour les dernières actus et les choses intéressantes qui se sont passées la semaine dernière. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!